Août 2017, le PSG annonce le transfert du Brésilien Neymar pour la somme stratosphérique de 222 millions d'euros. Avec cet argent, on pourrait s'offrir une île privée dans les Caraïbes, plus un super yacht de 60 mètres, 2 jets privés, 10 penthouses à New York, et il nous restera encore assez de cash pour acheter 50 000 exemplaires du dernier iPhone. 222 millions d'euros, c'est aussi l'équivalent de 13 200 années de travail pour un employé français moyen. Concrètement, pour le cerveau humain, ces chiffres n'ont aucun sens. Mais les présidents de clubs sortent le chéquier sans sourciller. Pourtant, ces hommes ne sont pas des philanthropes, ce ne sont pas non plus des enfants capricieux qui jettent leur argent par les fenêtres. Ce sont des fonds souverains, des milliardaires, des oligarques, des gens obsédés par le rendement. Mais comment la cote d'un être humain qui court en short derrière un ballon a-t-elle pu devenir plus spéculative que le cours de l'action Apple ou Amazon à Wall Street? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur du foot business. Pendant longtemps, le football a obéi à une règle simple. Si un joueur est bon sur le terrain, il gagne des matchs, le club gagne de l'argent et en compensation, il lui verse un salaire décent et confortable. C'était un monde logique et rationnel. Mais en 1995, un inconnu a fait exploser ce système. Ce joueur n'était ni un millionnaire ni une superstar, et pourtant, sa simple signature au bas d'un document juridique a transformé à jamais l'histoire du sport. À ce moment précis, le football s'est transformé en une infernale machine à spéculer. Une machine à brasser les milliards, dans laquelle un joueur en fin de carrière peut parfois coûter plus cher qu'un vol de navette spatiale. Derrière ces sommes folles, il existe une formule secrète, une équation à 3 dimensions que les clubs utilisent dans l'ombre pour fixer le prix des joueurs. Une formule tellement puissante qu'elle permet de rentabiliser certains transferts avant même que le joueur ait joué une seule minute. Dans cette vidéo, on va plonger dans les coulisses de cette gigantesque machine à cash. On va voir comment les plus grands clubs européens et les nouveaux empires du golf ont tenté de pirater cette formule pour bâtir des armadas d'influenceurs en crampons. Et comment cette obsession des chiffres a conduit à des fiascos sportifs improbables. Installez-vous confortablement, on va plonger ensemble dans l'économie cachée du football business. Pour comprendre les dérives du foot actuel, il faut faire un voyage dans le temps. On est à la fin des années 70. À cette époque, le football est déjà le sport le plus populaire de la planète. Les stades sont pleins et certains joueurs sont des stars admirées dans le monde entier. Pourtant, tout ce petit monde vit encore dans un modèle économique qui semble maintenant totalement préhistorique. Aujourd'hui, un joueur moyen de Ligue 1 gagne plus chaque mois que le président de la République. Mais à cette époque, la réalité est totalement différente. À l'exception d'une poignée d'icônes planétaires comme Maradona, Johan Cruyff ou Platini, l'immense majorité des footballeurs touchent des salaires comparables à celui d'un ingénieur. Avec cet argent, ils peuvent s'acheter une belle maison et préparer sagement leur reconversion. Et à la fin de leur carrière, ils ouvrent souvent un bureau de tabac, une brasserie ou un magasin de sport. Une vie normale et sans éclat. Car le football à cette époque obéit à 2 règles qui empêchent mécaniquement l'argent d'envahir les terrains. La première, c'est le protectionnisme. Sur une pelouse, un club ne peut aligner que 3 joueurs étrangers. Un joueur français joue en France, un joueur italien en Italie. L'exode vers un autre championnat, comme Maradona ou Platini, est une exception. La seconde règle est encore plus lunaire. À cette époque, l'argent des sponsors ne coule pas à flot. Et les fédérations gèrent les joueurs comme le ferait l'oncle Picsou. L'histoire que je vais vous raconter résume à elle seule cette époque. On est en juin 1978 pendant la Coupe du Monde en Argentine. L'équipe de France fait son retour dans la compétition après 12 ans d'absence. Dans les coulisses, une véritable guerre froide éclate entre les joueurs et la fédération. Le motif, une affaire de chaussures et de primes de match. Adidas a promis une prime globale si les joueurs portent un modèle spécifique avec des bandes argentées ultra visibles à la télévision. Mais la fédération ne propose aux joueurs qu'une prime dérisoire pour ce contrat. Environ 10 000 francs de l'époque. Si on prend en compte l'inflation, ça représente à peine plus de 6 000 euros d'aujourd'hui. 6 000 euros pour faire la pub d'un grand équipementier dans la plus grande compétition de la planète. Logiquement, les joueurs se sont exploités et décident de saboter l'accord commercial. Dans le vestiaire, juste avant le coup d'envoi du match contre l'Italie, c'est la révolte. Plusieurs joueurs refusent de porter ces chaussures. Pire, certains prennent du cirage noir et du strap pour masquer volontairement les 3 bandes du logo Adidas en signe de protestation. Imaginez Mbappé ou Dembélé en train de repeindre leurs chaussures au cirage noir pour une prime de quelques milliers d'euros. C'est impensable. Mais à l'époque, le football était un sport, pas une industrie. Les joueurs étaient des employés de club, pas des multinationales à eux tout seuls. Sauf que ce modèle bien cloisonné reposait sur une faille juridique. Une faille qui maintenait les joueurs sous le contrôle absolu des clubs. Et c'est précisément ce qui va amener un joueur inconnu à faire exploser ce système. Imaginez que vous êtes en CDD. Votre contrat se termine le 30 juin. Logiquement, le 1er juillet, vous êtes libre de signer dans n'importe quelle autre entreprise. Dans le football des années 80, non.
Si votre contrat se terminait, vous deviez attendre qu'un autre club ait payé une indemnité de transfert à votre ancien club pour partir. Si personne ne payait, vous étiez bloqué et vous n'aviez plus de travail. C'est plutôt injuste, non? Et c'est justement ce que va penser un joueur. Cet homme, il s'appelle Jean-Marc Bosman. C'est pas une star de l'équipe de France ou du Real Madrid. C'est juste un joueur moyen du championnat belge qui est en fin de contrat avec Liège en 1990. Bosman veut signer en France à Dunkerque, mais Liège refuse. Alors Bosman se retrouve privé de club et de salaire. Au lieu de se taire, il va faire une chose impensable pour l'époque. Il attaque son club, la fédération belge et l'UEFA en justice. Ses avocats mettent en avant un traité européen sur la libre circulation des travailleurs. La bataille dure 5 ans. Mais le 15 décembre 1995, la Cour de justice européenne rend son verdict. Bosman gagne son procès. Ce verdict va provoquer un Big Bang économique dont le football ne se remettra jamais. En une seule journée, 2 piliers majeurs du football s'effondrent. Désormais, un joueur en fin de contrat est totalement libre de s'engager où il veut sans qu'aucune indemnité ne soit versée à son ancien club. Et surtout, les quotas des joueurs européens sont abolis. Un club espagnol ou anglais peut maintenant aligner 11 joueurs français, allemands ou italiens s'il le veut. Le football bascule dans une nouvelle ère, celle de l'argent et de la starification. Maintenant que les plus grands clubs peuvent s'arracher les joueurs sans aucune limite, la concurrence devient mondiale. La valeur des joueurs explose et les prix des transferts deviennent à leur tour exponentiels. L'arrêt Bosman de 1995 a transformé un sport populaire en un marché financier ultra concurrentiel. Les joueurs ont alors arrêté d'être des sportifs banals pour devenir des actifs spéculatifs à haut rendement. Et c'est précisément cette dérégulation qui a donné naissance à une nouvelle logique financière implacable. Après le séisme de 1995, le marché des transferts est devenu une machine de plus en plus gourmande. Mais pendant 2 décennies, cette machine a gardé une forme de logique. Les records tombaient, mais ils tombaient pas à pas, en suivant l'évolution naturelle de l'inflation et de l'économie du sport en général. Regardez cette courbe. En 2001, le Real Madrid signe un record en achetant Zinedine Zidane pour 77 millions d'euros. 8 ans plus tard, en 2009, le même club pousse le curseur à 94 millions pour Ronaldo. En 2013, Gareth Bale devient le premier homme à franchir la barre des 100 millions d'euros. Et en 2016, Paul Pogba la dépasse avec un contrat à 105 millions. En l'espace de 15 ans, les montants ont augmenté, mais c'était une inflation prévisible et progressive. Et puis arrive l'été 2017. Paris offre le Brésilien Neymar pour un montant de 222 millions d'euros. Le précédent record de Pogba n'est pas simplement battu, il est doublé en une seule signature. Pour comprendre ce que représente cette somme dans l'industrie du sport, faisons une comparaison. Durant toute sa carrière, Roger Federer, avec ses 103 titres ATP, ses 20 tournois du Grand Chelem et ses 28 Masters 1000, a cumulé un total de gains de 120 millions d'euros. C'est-à-dire que la carrière d'un monument comme Federer vaut à peine plus de la moitié du prix d'achat de Neymar au PSG. Mais il y a encore plus incroyable. Si on additionne le transfert de Neymar avec son salaire, qui tournait autour de 37 millions d'euros par an, on calcule que chaque match du Brésilien a coûté près de 6 millions d'euros à Paris, soit environ 66 000 euros par minute passée sur la pelouse. À ce niveau-là, n'importe quel directeur financier à Wall Street fera un arrêt cardiaque. Alors comment les dirigeants du PSG ont pu valider un tel montant? Comment ont-ils calculé que Neymar valait réellement cette somme? Pour cela, ils se sont appuyés sur une formule secrète, une équation à 3 variables qui permet de décrypter la valeur exacte d'une star du ballon. Pour comprendre comment on évalue la cote d'un joueur de foot aujourd'hui, il faut d'abord détailler comment un club gagne sa vie. Un club d'élite, c'est un business qui repose sur 4 piliers de revenus principaux. Tout d'abord, la billetterie, ce sont les supporters qui achètent leur place au stade. Ensuite, il y a les droits télé, ce sont les millions qui sont versés par les diffuseurs. Il y a ensuite le merchandising, c'est la vente des maillots et les sponsors qui sont dessus. Et enfin, il y a le trading, ce sont les plus-values sur la revente de joueurs. Alors quand un directeur sportif s'assoit pour recruter une star, il n'achète pas juste un attaquant ou un milieu de terrain, il résout une équation mathématique qui repose sur 3 variables bien précises. La valeur sportive, la valeur temps et la valeur marketing. Et c'est le dosage de ces 3 ingrédients qui va déterminer le montant du chèque final. Pour qu'on comprenne bien, voici comment le PSG a géré 3 des plus grands transferts de son histoire. En apparence, ces 3 hommes font le même métier, sont les footballeurs. Mais en réalité, pour les investisseurs qui ont signé leur chèque, ils représentent 3 produits financiers. 3 actifs au profil radicalement différents, mais qui répondent à un même objectif, un retour sur investissement maximal. Prenons le cas numéro 1, David Beckham. En 2013, quand Beckham débarque à Paris, il a 37 ans. Sa valeur sportive, elle est proche de 0. Il est en fin de carrière et ses jambes lui permettent plus de jouer 90 minutes. Sa valeur temps, elle est quasi nulle parce que le joueur signe un contrat de 5 mois.
Mais sa valeur marketing, elle est stratosphérique. En signant Beckham, le PSG n'achète pas juste un joueur de foot, il achète une vitrine publicitaire mondiale. L'objectif, c'est d'accélérer la notoriété d'une marque encore jeune, le PSG version Qatari, pour la faire entrer dans la pop culture globale, sur les défilés de mode et dans les télévisions américaines ou asiatiques. Pour Paris, Beckham est un pur investissement en termes d'image, car pour obtenir une telle couverture médiatique, le PSG aurait dû débourser le double en campagne de pub classique. Autre transfert. 4 ans plus tard, le PSG s'offre Mbappé pour 180 millions d'euros. Kiki à l'époque n'a que 19 ans. À l'époque, sa valeur marketing est encore faible. Mbappé n'est pas encore l'icône mondiale qu'il est aujourd'hui. Sa valeur sportive, elle est énorme. Il sort d'une saison folle avec l'AS Monaco. Et sa valeur temps, elle est maximale. À 19 ans, Mbappé a potentiellement 15 ans de carrière devant lui. Pour le club, c'est un actif à forte valorisation sur le long terme. Si Mbappé reste, il va faire gagner des titres. S'il part, il sera revendu pour un gros montant. C'est le calcul classique du capital risque. On achète un actif à fort potentiel maintenant et on parie sur une plus grosse plus-value dans le futur. Troisième cas, Lionel Messi. En 2021, l'Argentin signe à Paris. Sa valeur sportive, elle est forte, mais en déclin. Il a quand même 34 ans. Sa valeur temps, elle est faible, le contrat court sur 2 ans. Mais sa valeur marketing, elle est colossale. Dès l'annonce de cette signature, le PSG passe dans une autre dimension. Le club enregistre une augmentation immédiate de ses revenus de sponsoring. Des marques mondiales s'empressent de signer avec Paris juste pour être associées à l'image de Messi. Les loges VIP du Parc des Princes s'arrachent par les entreprises et des célébrités du monde entier viennent voir jouer la star dans les tribunes. Avant même que Messi n'ait touché son premier ballon, son transfert a déjà été rentabilisé. L'exemple du joueur coréen Kang In-mi permet aussi d'illustrer l'impact de la valeur marketing sur les finances d'un club comme Paris. Quand le PSG l'engage, Lee est un bon joueur de football, mais c'est surtout une immense star en Asie. Et dès l'annonce de son transfert, la Corée du Sud devient immédiatement le deuxième marché mondial du PSG pour la vente de maillots. Les boutiques de Paris à Séoul se font dévaliser. À certaines périodes, le maillot le plus vendu du club n'était pas celui d'Mbappé, mais celui de Lee Kang-in. Le PSG a même dû ouvrir une boutique géante de 3 étages en Corée uniquement pour répondre à la demande. Vous comprenez le calcul à présent? La valeur d'un joueur ne se limite plus à ses statistiques, son nombre de buts ou de passes décisives. Elle se calcule en nombre de maillots vendus, en contrats de sponsoring et d'abonnés sur Instagram. Le football moderne a cru avoir trouvé la formule parfaite pour transformer les crampons des joueurs en actifs boursiers. Sauf que ce calcul purement comptable cachait une faille majeure. Une faille qui va provoquer l'un des plus grands fiascos de l'histoire du sport. Sur le papier, l'équation marketing est parfaite pour les directeurs financiers comme pour les supporters. Mais le football et le sport ont une fâcheuse tendance à rappeler une vérité crue. Une entreprise se gère avec des tableurs Excel sur un écran, mais un match se gagne avec des hommes sur un terrain. Et quand on pousse la logique du marketing à son extrême en oubliant le sport, alors tout le système s'effondre. C'est ce qui s'est passé avec l'Arabie Saoudite. Les Émirats avaient envie de faire briller leur championnat. Alors ils ont aligné les millions d'euros en recrutant Ronaldo, Karim Benzema ou Neymar. Les clubs saoudiens se sont achetés une image à prix d'or. Et ça a fonctionné. Le monde entier a parlé de leur championnat et les droits télé se sont vendus à l'international sans souci. Mais sur le terrain, le constat sportif est vraiment tout autre. On voit des stades parfois déserts, des stars vieillissantes qui semblent traîner leur spin sur la pelouse et un niveau de jeu relativement faible. Les clubs qui ont empilé ces légendes ont trusté les tendances sur les réseaux sociaux, mais ils ont échoué à bâtir des équipes dominantes sur la scène mondiale. Ici, le marketing a fonctionné comme un énorme coup de projecteur. Mais sur le terrain, le spectacle n'était clairement pas à la hauteur du montant investi. Et ce piège de la starification, le PSG est aussi tombé dedans pendant 10 ans. Pendant des années, le club de la capitale a empilé des joyaux de la couronne. Réunir Messi, Neymar et Mbappé dans la même équipe, c'était le fantasme ultime de tout amateur de beaux jeux. Commercialement, c'est le plus grand succès de l'histoire du club. Les loges business sont pleines et le monde entier regarde le club de la capitale de Séoul à Los Angeles. Mais le football est un sport d'équipe. Et pour gagner, il faut savoir jouer collectif. Pendant que les financiers cumulaient les millions générés par les contrats de sponsoring, l'équipe, elle, explosait en vol. On ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec 3 superstars qui défendent pas, qui courent moins que les autres et qui imposent leurs caprices tactiques au reste du collectif. Résultat, des humiliations répétées en Europe, des crises internes à chaque mercato et un sentiment de gâchis monumental. Le PSG avait les joueurs les plus chers du monde et plus suivis sur Instagram, mais il n'avait pas d'équipe sur le terrain. Le constat était là, sous les yeux des propriétaires qataris, le marketing venait de tuer leur projet sportif. Et pour survivre, il leur fallait retourner la table. Le PSG, c'est l'exemple parfait de l'évolution du football depuis 40 ans. Un club moyen de Ligue 1, devenu une marque mondiale à coups de milliards, avant de sombrer dans les dérives de la starisation. Mais la direction parisienne a fini par comprendre ce que le Real Madrid et Galactique avaient déjà appris à ses dépens 20 ans plus tôt.
Empiler des noms ne fait pas un palmarès sportif. Alors en 2024, Paris a opéré un virage à 180 degrés. Messi est parti à Miami, Neymar en Arabie Saoudite et Mbappé à Madrid. Fin de l'ère du strass et des paillettes. À la place, le PSG a confié le futur du club à un entraîneur réputé pour son rejet des caprices de star, Luis Enrique. Le nouveau plan de la direction, hacker l'équation en mettant l'accent sur seulement 2 des 3 piliers. Premièrement, en recrutant des joueurs moins bling-bling avec une valeur marketing réduite. Deuxièmement, en se concentrant sur des guerriers anonymes. Résultat, le verdict sportif a donné tort à la logique comptable. Car c'est après avoir abandonné sa stratégie marketing basée sur des stars qu'enfin le PSG a atteint son but, décrocher ses premiers trophées européens. Et ça, sans Messi, sans Mbappé et sans Neymar, mais grâce à une véritable équipe soudée par un coach qui a privilégié le collectif à l'individualité. Et c'est sans doute la plus belle leçon de toute cette industrie du foot business. Le marketing peut gonfler les prix, les algorithmes peuvent dicter les investissements et les maillots vendus peuvent équilibrer des budgets, mais à la fin des fins, le football reste un jeu qui réunit 22 gladiateurs sur un rectangle vert. Et pour gagner des trophées, ça sert à rien d'être le premier sur les défilés de la Fashion Week ou dans les trends de TikTok. Il faut être le meilleur sur les 105 mètres de pelouse, et ça pendant 90 minutes. La morale, c'est que les millions des transferts peuvent bien faire tourner la tête des joueurs et des dirigeants, mais à la fin, c'est bien l'investissement des joueurs sur le terrain qui fait gagner des matchs. Si tu as trouvé cette vidéo intéressante, laisse-moi ta remarque en commentaire, je serai ravi d'échanger avec toi. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé d'autres vidéos ici.